juste le temps qu'il y ait un peu de monde. Elle sera enregistrée pour qu'elle puisse être diffusée par la suite. Mais le plus important, c'est de la faire. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Encore quelques secondes. Salam Nador le Rif du 93. Salam. Merci mon ami d'être là. Merci. Bon, on attend encore un petit peu. Pas longtemps, hein, une dizaine de personnes, c'est bon, hein, une dizaine. Alors, si vous pouvez partager le lien, ça serait très bien. Ça nous permet d'avoir un peu plus de monde. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis vendredi, mais je voulais attendre un petit peu avant d'en parler. C'est ce drame donc de Melilla, où il y a eu 23 morts selon le décompte officiel, et 37 selon certaines organisations non gouvernementales espagnoles et marocaines. Salam. Ah, la menace. Bonjour la menace. Comment vas-tu? Merci de me suivre. Tu es toujours là. Tu suis les vidéos, c'est super. Donc, il y a eu ce drame vendredi. 2000 réfugiés, dont la majorité des Soudanais, qui sont pas très loin donc, de Melilla, dans un bois où ils vivent dans des conditions très très difficiles. Paraît-il que depuis quelque temps, il y a eu, on le sait, en 2021, en 2020, il y a eu des tentatives pour franchir donc la frontière entre le Maroc et Melilla. Ça fait un peu drôle de dire le Maroc et Melilla puisqu'on est sur un territoire marocain, mais pour l'instant c'est un territoire espagnol. Donc il y a le respect des frontières internationales. 23 morts, peut-être un peu plus. Et ces 23 morts-là, même un mort, c'est toujours quelque chose de très regrettable. Et il faut que les choses changent. Alors, c'est quoi la question? La question est toute simple. Des migrants qui veulent accéder dans un territoire européen, paraît-il, d'après une enquête qui a été faite par des organisations non gouvernementales, la plupart d'entre eux peuvent prévaloir un droit d'asile dans les pays européens, puisque ce ne sont pas, paraît-il, des migrants économiques, mais plutôt des migrants politiques, vu la situation au Soudan. Que je veux dire, c'est que d'un côté, il y a cette tentative de franchissement donc, de la frontière par la force, puisqu'ils étaient 2000, armés de barres de fer, armés de sacs à dos pleins de cailloux, et donc ils ont commencé à franchir donc, le mur qui sépare le côté marocain de Melilla, et la police marocaine, les gendarmes marocains ont commencé à tirer avec d'abord les lacrymogènes, après il y a eu des balles en caoutchouc, et puis il y a eu une bousculade, certains d'entre eux ont été piétinés, que Dieu leur âme, ils sont morts. Le problème, je ne pense pas que c'est un problème marocain, il l'est puisque le Maroc a accepté d'être le douanier de l'Europe. C'est un problème de l'Union européenne. L'Union européenne qui essaye par tout moyen de faire garder ses frontières par des tiers. Toutes les frontières extérieures, c'est-à-dire que ce soit au Maroc, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie, en Algérie, ils ont confié finalement la gestion de leurs frontières à des pays tiers. Mais le Maroc, il y a une pression énorme. Quand vous allez à Casablanca, quand vous allez à Rabat, quand vous allez à Meknès, quand vous allez dans beaucoup de villes, vous rencontrez des Africains qui sont des migrants illégaux, mais qui arrivent quand même
maintenant vivre au Maroc sans être embêtés ni par la police ni par la population. On les voit qui travaillent, qui se débrouillent pour manger. Mais en tout cas, ceux qui sont dans le nord, c'est ceux qui sont le plus décidés à franchir la frontière pour arriver en Europe et demander ce droit d'asile. L'Europe a décidé vu la situation politique en Europe, et on le voit avec les élections qui viennent de passer dernièrement en France, les 89 sièges de députés du Rassemblement national, qui eux sont contre toute immigration supplémentaire, qui sont contre le droit d'asile qui est pourtant inscrit dans la Constitution française, qui sont contre l'immigration en général. Les gouvernements essayent de faire attention à l'aile droite de leurs partis politiques, des partis politiques de l'opposition droitière, pour fermer les frontières, pour essayer d'avoir de moins en moins d'arrivées. Or, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Orient, ce qui pousse les gens à venir en Europe, vous ne trouverez personne qui veut partir de chez lui par plaisir. Vous trouvez des gens qui partent parce qu'il y a la guerre. Il y a quelques années, quand on a vu les migrants venant de Syrie, ils sont partis pour fuir la guerre. Une guerre qui a été provoquée par les Occidentaux, par les Américains, par les Occidentaux en général. Et le problème, on a vu l'accueil qui a été fait à ces migrants. C'était un accueil... vraiment, ils étaient rejetés de partout, à part l'Allemagne de Merkel qui a réussi à prendre à bras-le-corps plus d'1 million de migrants venant d'Orient. Les autres pays, ils étaient timides. Mais on a vu ce qui s'est passé juste après le déclenchement de la guerre ukrainienne. Les bras ouverts pour les réfugiés ukrainiens. Et on voit quelque part qu'il y a du racisme, il faut le dire, c'est du racisme étatique. Quand un État dit à tous les Ukrainiens, vous pouvez venir, quel que soit le nombre, ils étaient des millions à avoir franchi la frontière après le déclenchement de la guerre, on se demande pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour les Syriens, pour les Irakiens, pour les Afghans, et pourtant ce sont des humains comme eux, et ce sont des gens qui ont été poussés à quitter leur pays à cause de guerres provoquées par les autres. Pas par eux, parce que les peuples ne sont pour rien du tout. Revenons donc à cette affaire dramatique du Maroc. Il est certain que l'Europe aide le Maroc, mais ce n'est pas suffisant. Je ne pense que ce n'est pas suffisant parce que maintenir une frontière, ça coûte très cher en hommes, en matériel. Ça coûte très cher. On ne peut pas maintenir 24 heures sur 24 une garde autour d'une frontière s'il n'y a pas les moyens adéquats pour le faire. Et je pense que le Maroc n'arrive pas à avoir les moyens nécessaires pour jouer le rôle du gendarme et jouer le rôle du douanier de l'Europe, du douanier espagnol. Alors, sur l'Espagne, on a vu que Pedro Sánchez a calmé les jeux en attirant l'attention sur le fait que le Maroc a fait ce qu'il fallait faire, que les Marocains ont fait le nécessaire pour arrêter cette vague d'immigration illégale. Et ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant la période où les relations entre le Maroc et l'Espagne étaient très graves, pas du tout bonnes, et que le Maroc, je pense, il faut être réaliste, a laissé à un moment donné les gens passer. Il y avait plus de 500 personnes qui ont réussi à traverser la frontière pour arriver dans les enclaves Melilla et Ceuta. Non, à Ceuta, je crois, certainement. Cette fois-ci, Pedro Sánchez a tout de suite déclaré que les Marocains ont fait ce qu'il fallait faire et que les Marocains et les Espagnols sont solidaires pour garder cette frontière. Ils sont aussi solidaires, mais il y a eu des organisations non gouvernementales en Espagne qui ont manifesté à la mémoire des morts, à la mémoire des 23 ou 37 morts. Des organisations non gouvernementales au Maroc, Amnesty International, qui a déclaré que c'est la faute à l'Europe, à l'Union européenne, qui a décidé de fermer ses frontières, alors que ces migrants
ont le droit de rentrer et ont le droit de prétendre donc à un asile politique. Ce genre de problèmes risque de se multiplier. Pendant des années, au temps de Kadhafi, c'était le gardien, mais d'une autre manière, c'est-à-dire il ne fermait pas les frontières, mais il offrait des investissements en Afrique, il offrait des moyens aux Africains pour pouvoir rester chez eux. Kadhafi avait la prétention de faire ce qu'on appelle l'union de certains pays donc, africains, y compris la Libye. Après la chute du régime Kadhafi, après la mort de Kadhafi, on a vu que la frontière est devenue des passoires. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des marchands d'hommes, des trafiquants qui profitent de la détresse de personnes pour prendre un maximum d'argent et essayer de leur faire traverser la frontière. Et je pense qu'ils ne sont pas un peu étrangers à ce qui s'est passé vendredi à Melilla. Ils sont loin d'être innocents là-dedans, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est comme ça qu'ils maintiennent des gens qui ont traversé toute l'Afrique, qui ont risqué leur vie pour arriver en Europe, pour avoir une meilleure vie, pour souvent... je suis désolé, je ne vois pas de très loin. C'est vrai. La menace, c'est vrai que le Maroc ne peut rien faire, c'est ce que je disais. Le Maroc fait son rôle puisqu'il a des accords avec l'Europe, mais il ne peut pas. Quand vous avez une vingtaine, et je peux vous le dire, à la frontière, ils étaient une vingtaine de gendarmes devant 2000 personnes, ça ne vaut rien. Ça ne fait pas obstacle du tout. Et certainement, il y aurait pu y avoir des morts des deux côtés. Et il faut le préciser, ça c'est de source officielle, aucun migrant n'est décédé suite à des coups, la plupart des morts, ou la majorité et la totalité des morts, c'est par la bousculade, rien d'autre. Le Maroc ne peut rien faire, mais le Maroc doit, souverain qu'il est sur son territoire, doit négocier plus de moyens avec l'Europe. Et en même temps, par humanité, ce Maroc-là peut montrer aussi sa capacité à accueillir des gens, à accueillir des migrants et à intégrer certains migrants en leur donnant des titres de séjour, en essayant de les intégrer dans le pays, comme ils ont fait il n'y a pas très longtemps pour certains à Tanger et ailleurs, pour permettre à ces migrants subsahariens et d'autres de pouvoir rester au Maroc, travailler au Maroc. Le monde est devenu un village aujourd'hui. Autant il y a des immigrés en Europe, il peut y avoir aussi des immigrés au Maroc, et le gouvernement marocain devrait aller dans ce sens-là. Alors on me dira, il y a des problèmes, déjà les Marocains n'ont pas de travail, mais partout vous avez la même chose, on peut dire, c'est ce que disent certains Français, ils disent les immigrés nous prennent notre travail. Il ne faut pas rentrer là-dedans parce que ça s'appelle du racisme tout court, entre parenthèses. C'est du racisme du travail. C'est-à-dire que comment on appelle ça, des ouvriers qui se battent entre eux pour travailler à des salaires misérables parce qu'il y a un patronat qui essaie de faire de la concurrence entre des immigrés, entre les locaux, pour avoir encore une main-d'œuvre moins chère. Je pense sincèrement c'est ce qui se passe. Les Marocains peuvent intégrer, peuvent ouvrir une voie d'intégration à ces migrants qui viennent de partout. Ça peut avoir une conséquence sur le développement du pays avec une main-d'œuvre. Peut-être il n'est pas très qualifié, mais certainement il y a des gens qui sont qualifiés là-dedans, et pouvoir donc avancer en intégrant les migrants du sud du Maroc. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai, il y a une question. Comment ces pays-là peuvent se développer si tous les gens vont ailleurs? Vous savez pourquoi ils partent, ces gens-là? Ils partent pas par gaieté de cœur. Ils partent parce que quand vous prenez l'Afrique en tant que telle, et beaucoup de pays africains sont très riches en minerais, sont très riches en gaz, sont très riches en or, et pourtant, il y a la population, elle est pauvre. Et la population est pauvre. Il y avait pendant très longtemps ce qu'on appelle la France-Afrique, où l'Afrique était une pompe Afrique pour la France. Il ne faut pas l'oublier.
et que les richesses de l'Afrique ont été spoliées par les Occidentaux, et il n'y a que les dirigeants et quelques catégories qui s'en sortaient, alors que le peuple, lui, il s'en sort pas. Je me rappelle avoir fait un dossier dans une revue où je travaillais en tant que journaliste qui s'appelait La Boussole. J'avais fait un dossier sur un pays africain, je ne me rappelle pas lequel, et j'étais en train de faire des recherches pour voir quelles sont les infrastructures routières dans un pays. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié le nom, mais c'était un des pays qui pouvait être un pays où tout se passe bien, où il y a du travail, des infrastructures. Et quand je fais des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait des milliers de routes, dont il y avait 10% de routes goudronnées. Et je me suis posé la question, 10%. 10% de routes goudronnées. C'est-à-dire que l'argent de ces pays-là, que les richesses de ces pays-là ne restent pas dans ces pays-là. Donnez-leur les moyens de rester chez eux, ils resteront chez eux. Ils ne viendront pas ici. Ils ne viendront pas ici parce que immigrer, c'est une déchirure. Immigrer, c'est se couper de ses traditions, c'est se couper de son pays, c'est se couper de sa famille. Et on le voit même avec nous, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, qui ne sont pas très loin de l'Europe et de la France. Malgré tout, il y a une déchirure, on ne peut pas la nier. Donc, pour que ces gens-là restent chez eux, il faut les aider à rester chez eux. Il faut investir, il faut au moins leur rendre leur richesse et rendre ce que leur pays produit. Oui, il y a des millions de Marocains sans emploi en France. Il y en a partout, hein, il y en a partout. Moi, je pense que le patronat, en réalité, alors si les gens m'entendent parler comme ça, ils vont dire c'est un gauchiste, un gauchiste. Le patronat a toujours fonctionné de la sorte. À savoir, il faut qu'il y ait une offre en main-d'œuvre assez importante. Et s'il y a cette offre en main-d'œuvre assez importante, ça permet au patronat de payer moins. Vous savez, il y a quelques années, en Île-de-France, il y avait la construction justement du local, du moins pas local, le palais de l'Île-de-France, et il y avait une descente comment on appelle ça, des contrôleurs, et ils étaient très nombreux, sans papier, à travailler. Mais tout le monde le sait. Tout le monde sait que des immigrés sans papier travaillent. Et justement, ils travaillent à des salaires tellement bas qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas les minima au niveau du salaire, que des entreprises véreuses acceptent de les prendre au détriment de ceux qui ont des papiers, qui peuvent travailler à un salaire normal, mais comme ça leur coûte cher, autant qu'ils prennent ceux qui leur coûtent le moins cher. Et ça s'appelle justement... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le patronat utilise ces migrants contre les locaux, contre ceux qui peuvent travailler, pour baisser encore les salaires. Mais à un moment donné, vous ne pensez plus salaire. Quand il y a une masse de chômage, vous ne pensez plus au salaire, vous pensez plutôt à trouver un travail. D'abord le travail, et après vous dites, quel que soit le salaire, au moins je vais travailler. Non, on adore le RIF. Je ne dis pas qu'il faut laisser faire, mais pas du tout. Il ne faut pas laisser faire. J'ai dit qu'il fallait que le Maroc demande plus de moyens à l'Europe. On ne peut pas être le gendarme et le douanier de l'Europe gratuitement ou avec peu de moyens. Il faut des moyens, beaucoup de moyens. Imaginez ces soldats marocains et ces douaniers marocains, ces gendarmes marocains, et qui voient 2000 personnes venir. 2000 personnes qui étaient apparemment, d'après les témoignages, ils étaient décidés à passer de l'autre côté, avec tous les moyens qu'ils avaient entre les mains, des barres de fer, des cailloux et autres. Ça aurait pu être plus grave. Heureusement, c'est pas heureusement, il y a eu quand même des morts. Il faut maintenant faire une enquête, comme c'est demandé un peu partout, même en Afrique, c'est demandé en Espagne, c'est demandé au Maroc. Il faut faire une enquête pour voir d'où vient ça, de manière à ce qu'on... il ne faut surtout pas les enterrer, parce qu'ils s'apprêtaient à les enterrer. Or, c'est une erreur. Si les Marocains les enterrent aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à se faire cacher. Et je peux vous assurer, je suis bien renseigné pour vous dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'excès de zèle,
qu'il n'y a pas d'agression de la part des soldats marocains. D'accord. Bah, chers amis, c'est la première fois que je fais un direct. Il va être enregistré, il va rester, ça fait déjà 22 minutes. La prochaine fois, je vous demande, si vous voulez bien, appuyer sur la cloche. Alors, non seulement il faut les moyens pour les forces de l'ordre, mais les moyens de développement pour maintenir les populations sur place, que ce soit pour le Maroc ou pour les autres. Effectivement, il y a quand même des Marocains policiers morts. Ça, je n'ai pas eu l'information, je vous assure. Je suis en relation avec une personne, un journaliste qui est sur place, et je n'ai pas eu cette information à l'instant. Peut-être, mais partout, il n'y a pas d'information de la mort d'un policier marocain. C'est vrai qu'il faut les moyens, c'est vrai qu'il faut aussi les moyens pour que les Africains restent chez eux, c'est vrai qu'il faut aussi les moyens pour que l'Afrique se développe. On ne peut pas dire, c'est pas une offense que je vais dire aux pays africains, mais on ne peut pas comparer le Maroc avec les pays du Sahara. Non, pas de mort parmi... Non, il n'y a pas de mort, je pense qu'il n'y a pas de mort. On ne peut pas comparer le Maroc et les pays africains subsahariens, on ne peut pas, hein, parce que le Maroc a fait un pas de géant. C'est vrai que le développement ne concerne pas la totalité de la population, il faut le dire. Hein. Il y a une partie qui est un peu délaissée, mais il y a quand même eu un effort au niveau de l'infrastructure, il faut d'autres choses. Et la première des choses, dans les pays sous-développés, où on voit le développement, ce qu'il faut surtout, c'est réformer l'éducation. Parce que l'éducation, c'est vraiment la clé de tout. Réformer 3 choses. Réformer l'éducation, réformer la justice et réformer le système de santé. Si dans des pays comme ça, vous faites ça, vous êtes sûr que le développement, vous l'avez. S'il n'y a pas d'éducation, vous n'allez pas vous développer. Et quand je parle d'éducation, quand je parle d'éducation, il faut préparer le futur avec des jeunes qu'il faut vraiment former et amener le plus loin possible. C'est-à-dire qu'il faut que le minimum d'éducation soit au moins le bac, de manière à ce que même celui qui a juste un bac peut trouver un travail et qu'il puisse vivre avec. Et c'est ce travail-là qui va faire en sorte de développer son pays. Le problème, c'est qu'on n'a pas un système éducatif très performant. Si je parle du Maroc, et vous pouvez me contredire, le Maroc a réglé deux problèmes en créant 2 problèmes. Au Maroc, pendant des années, ils ont réglé le problème d'éducation en encourageant le système scolaire privé. Vous allez au Maroc, les écoles privées, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de réformer l'éducation nationale, ils ont donné la possibilité d'ouverture de beaucoup d'écoles privées. Beaucoup de personnes s'endettent, beaucoup de personnes font des efforts énormes au niveau financier pour que leurs enfants aillent à l'école privée. Mais le problème, c'est que l'école publique, elle a perdu. Elle a perdu de niveau, elle a perdu de capacité, de moyens. Et en même temps, dans le deuxième problème, c'est qu'au niveau de la santé, le Maroc a fait la même chose. Il a privatisé pratiquement, il a donné une grande part au niveau de la santé des Marocains, il a donné aux cliniques privées. C'est bien, parce qu'on a des médecins, on a des spécialistes, mais ce qu'il faut taxer plus le privé pour rendre l'argent au public. Des 2 côtés, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des cliniques. Si on ne fait pas ça, on va avoir une éducation à 2 vitesses et on va avoir une santé à 2 vitesses. C'est la mentalité. Vous savez, si on ne change pas de mentalité, si on n'a pas des gens qui sont bien diplômés, bien formés, donc bien payés, et qui, eux, ils doivent changer de mentalité. Sinon, on aura toujours des gens qui seront des corrompus, des gens qui vont prétexter le fait que leur salaire est très bas pour prendre un peu de bakchis, comme on dit chez nous, de la corruption, dans tous les domaines, bien que ça a baissé un petit peu, mais
elle existe encore, cette corruption. Et c'est les mentalités qu'il faut changer, certainement. Et les mentalités ne changent pas comme ça, elles se changent par une éducation solide, par la transmission du savoir, par la transmission de valeurs. Et les valeurs, c'est les valeurs de chez nous, des valeurs musulmanes qu'il faut, il faut pas europianiser notre éducation. Bien sûr qu'il faut prendre les technologies, les mathématiques, l'informatique ailleurs si on n'a pas, bien qu'aujourd'hui on a des chercheurs là-dedans, on a des gens très bons là-dedans, mais aussi il faut transmettre de la morale surtout. Transmettre de la morale et donner les possibilités à des pays comme nous d'avancer un peu plus et de pouvoir. Moi j'aimerais bien que demain le Maroc puisse... je sais pas, il doit y avoir 50 000, un peu plus, de migrants au Maroc. J'aimerais que demain, le Maroc puisse avoir les moyens de les intégrer, de leur donner des cartes séjour, de leur proposer du travail et qu'ils participent à l'essor du pays, qu'ils participent au développement du pays. Mes amis, je vous remercie énormément. On n'est pas nombreux, mais on est bien. On est bien. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas, si vous avez un sujet que vous voulez qu'on développe ensemble, je suis prêt à le faire. Sans aucun problème. Alors, je vais lire Nador Le Rif. Tous les pays du monde sont sous influence. Le Maroc a pu créer un pays meilleur. Pardon, Nador. Tous les pays du monde sont sous influence. Le Maroc a pu créer un pays meilleur. Alors dire subsaharien que la faute des autres seront toujours là. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Nador Le Rif du 93, je n'ai vraiment pas compris le sens de ta phrase. Tous les pays du monde sont sous influence. Sous influence de qui? Le Maroc a pu créer un pays meilleur. Oui. On est aussi sous influence. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas sous influence. Le Maroc est sous influence. Tous les pays sont sous influence. Et sous influence pour une simple raison, c'est qu'on a des intérêts communs avec certains pays. Et si vous avez comment on appelle ça, des intérêts communs avec certains pays, vous êtes sous influence. Parce que pour défendre vos intérêts avec certains pays, vous devez à un moment donné être dans la même lignée que... Vous ne pouvez pas vous fâcher avec tout le monde. Mais vous ne pouvez pas. Hein. Il y a des pays qui se fâchent avec tout le monde et puis ils se retrouvent tout seuls. Le Maroc, ce n'est pas parmi les pays qui se fâchent avec tout le monde. Le Maroc, c'est une diplomatie très dynamique, très active, une diplomatie très forte en ce moment. D'ailleurs, il le montre avec Nasser Bourita qui est... selon même l'opposition du Maroc, est l'un des meilleurs chefs de la diplomatie marocaine. Donc, on est peut-être sous influence, mais on influence aussi. Il ne faut pas oublier les investissements du Maroc en Afrique. Il faut voir qu'il y a beaucoup de banques marocaines en Afrique. Il faut voir que les télécommunications marocaines sont en Afrique. Il faut voir qu'au Maroc, aujourd'hui, il faut être fier de ce pays-là. Il y a encore des choses à régler, mais il faut être fier de ce pays comparé à d'autres qui ont des mannes financières énormes. Le Maroc se fait tout seul. Alors juste, je ne veux pas polémiquer, mais il parle de la pression des pays développés pour maintenir leurs intérêts par rapport aux intérêts non assumés, même les images d'opportunité civile non armée. Tous les pays du monde sous influence des autres pays européens. What? Oui, c'est ce que je viens de dire. On est toujours sous influence de quelqu'un. Maintenant, vous avez des pays qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à être indépendants sur certains points. Le Maroc a réussi aujourd'hui à s'imposer comme une place non négligeable dans l'industrie automobile, malgré bien que certains disent qu'on ne fait que gonfler les pneus. On ne fait pas que gonfler les pneus, je vous le promets, on ne fait pas que gonfler les pneus. On fait vraiment, souvent même, de la conception des véhicules. Casablanca est la 12e place dans l'automobile dans le monde. La 12e, allez chercher, vous allez voir. La 12e place dans le monde. Et surtout dans la création et la conception des véhicules électriques. Donc, il y a des choses à faire. Et les Marocains, mais ce qui est bien avec les Marocains, c'est que c'est un peuple qui n'est pas aidé, puisqu'on n'a pas une manne financière pour donner des... on assiste, le gouvernement n'a pas les moyens d'assister les gens, et comme les gens ne sont pas assistés, ça les pousse à aller travailler. Ils se lèvent le matin, ils essayent d'aller chercher ce qu'on appelle l'oqma.
et j'essaie d'aller chercher le morceau de pain. J'essaie d'aller chercher le morceau de pain, ils y arrivent, qui vont à la sauvette, qui travaillent, tout le monde arrive à la fin de la journée à avoir son salaire. Et c'est vrai que c'est un pays qui a éduqué ses enfants de cette manière, et c'est très bien. C'est vrai que le Maroc a changé par rapport aux années 80, tant mieux. Ben, il a changé, et je peux vous assurer qu'il a changé par rapport aux années 80, parce que moi, je suis des gens qui étaient à l'école au Maroc aux années 80. Je peux vous assurer que le niveau des études qu'on avait jusqu'au bac au Maroc, c'était vraiment du solide. On avait une formation, mais vraiment très solide. Je vais vous donner juste un exemple. Moi qui ai passé mon bac, je crois que c'était en 82, pour préparer le bac, on arrivait à acheter les annales, c'était des bouquins français dans lesquels il y avait comment on appelle ça, les sujets de bac antérieurs en France. Et on trouvait ça tellement facile qu'on ne comprenait pas comment en France, ils n'arrivaient pas à avoir 100% de réussite au baccalauréat. Dans notre lycée qu'on appelait Talek Mouziad à Azrou, on avait, donc il y avait le terminal biologie, il y avait le terminal lettres, il y avait le terminal C, c'est-à-dire les matheux. Je peux vous assurer que pendant des années, il y avait 3 classes de terminal C et chaque année, il y avait un taux de réussite de 100%. Et c'était vraiment un niveau très élevé. Et ça veut dire que c'est le résultat de l'éducation nationale des années 80 qui fait qu'aujourd'hui, on a au Maroc des cadres qui ont commencé à travailler au début des années 90 et qui ont donné cet élan à ce pays-là. C'est exactement ça. Et on a vu par la suite qu'il y a une chute du niveau de l'éducation et j'espère qu'elle n'aura pas conséquence. Vous savez, toute action politique ne donne pas des résultats. Je suis surtout au niveau de l'éducation. Ce que vous prenez comme décision aujourd'hui, il va donner des résultats dans 10 ans, dans 15 ans. Donc il est peut-être temps de prendre des décisions au Maroc. Il est peut-être temps de prendre des décisions partout en Afrique et au Maghreb. Nador, oui, c'est les Berbères, c'est les Schleur. Et je peux vous assurer, Nador, que ces matheux de la classe C, moi j'étais pas en terminale C, j'étais en terminale biologie, ceux de terminale C, ils faisaient les mathématiques en berbère. On n'y comprenait rien du tout, mais c'était en berbère, mais c'était des génies. Et j'en connais aujourd'hui qui sont dans des hauts postes au Maroc, un peu partout. J'ai un ami qui est le responsable de la météo, j'ai d'autres amis qui sont au Crédit Agricole marocain. Ils sont dans l'armée. C'était vraiment, les années 80, c'était le summum de l'éducation au Maroc. Malheureusement, il y a eu un recul, et ce recul, je l'impute aux gouvernements qui sont venus après et qui ont tout simplement laissé tomber l'éducation nationale en encourageant l'éducation privée. C'est malheureux. Alors, exact, je suis arrivé au Maroc fin des années 70, je rigolais en classe, j'avais de l'avance sur toutes les matières, sauf en français que j'ai rattrapé au moins d'1 an. Ça c'est vrai, parce que nous, à Azrou, on avait, je ne sais pas si une chance, en tout cas, on avait pratiquement 90% de nos profs étaient des Français. Les seuls profs qu'on avait arabes, marocains du moins, c'était jusqu'au milieu des années 70, jusqu'au début des années 80, c'était le prof d'arabe et le prof de philosophie et le prof de géographie, histoire. Tous les autres, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, ils étaient des Français. Ils nous ont transmis l'amour de cette langue qu'on excellait, avec laquelle on excellait, même en étant petit. On avait accès à des bibliothèques, on avait accès à beaucoup de choses qui nous ont permis de perfectionner la pratique de la langue française. Moi, quand je suis arrivé en France, en 82, je n'avais pas de problème de français. J'avais un petit peu des problèmes, pas d'adaptation, mais
quand on quitte son pays, quand on est très jeune, c'est un peu difficile. Oui, c'est l'éducation pour les plus fortunés. Moi, je ne parle pas dans le vide. Quand je parle de quelque chose, c'est que je connais un rayon. J'ai regardé un petit peu les écoles privées. J'ai une fille qui est prof dans une école privée à Rabat. Et je sais que le niveau dans les écoles privées, il est très bon. Il est très bon pourquoi? Parce que les profs sont très très bien payés. Parce qu'il y a les moyens dans ces écoles privées, il y a beaucoup de moyens, puisque les parents, comme j'ai dit au début, ils se saignent. Même la classe moyenne au Maroc, ils se saignent pour se permettre de payer une école privée à ses enfants. Et malheureusement, ceux qui restent à l'école publique, ben, c'est les délaissés, et c'est là où le gouvernement d'Arnouch et tous les gouvernements, malheureusement, doivent faire un effort et rattraper le retard parce que l'éducation, c'est très important. C'est très, très, très important. Il y a eu peut-être une erreur à un moment donné, mais ça n'engage que moi. C'était l'arabisation dans les années 90. Et quand je dis arabisation, c'est qu'on a arabisé les cours de mathématiques et de physique et de chimie. Quand on dit arabiser, c'était pas arabiser, c'était juste au niveau de la syntaxe. Tout le reste, c'était en français. Au lieu de dire l'ensemble 1, on dit, je ne me rappelle même pas quel est le terme équivalent, en arabe. Et ça a donné lieu donc à une faiblesse, puisqu'on est obligé de revenir vers des livres, vers écrits en français. Et je le vois quand je rencontre des jeunes étudiants qui viennent maintenant du Maroc. Ils sont rares ceux qui maîtrisent le français. Et quand ils arrivent pour faire un troisième cycle, ils ont du mal. Ils ont du mal alors que la langue, c'est très important. Voilà, c'est... Voilà, je suis vraiment ravi. On est presque en famille. Si vous avez une autre question, allez-y. Sinon, ce que je vous demande, franchement, je vous le demande, vous 8, essayez demain ou tout à l'heure de laisser un message sur des sujets que vous voulez que l'on discute ensemble. Tout. Il n'y a pas de limite. On est en pays démocratique, que ce soit le Maroc, que ce soit ici en France. C'est la démocratie, on a le droit de parler de tout. Donc on parlera de tout. Dites-moi de ce que vous voulez parler et on parlera de tout. N'oubliez pas, partagez. Demandez à vos amis comment dirais-je, demandez à vos amis de s'abonner. J'aurais pu tout à l'heure, en mettant en place... Oui, 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 Frédus, oui, j'espère qu'ils vont investir dans l'éducation, dans la santé, sans oublier dans la justice. Parce qu'un pays sans justice, c'est un pays qui ne décolle pas non plus. Il faut qu'il y ait de la justice. Il faut que cette justice concerne tout le monde. Il ne faut pas que les fortunés puissent être au-dessus de la justice et qu'ils puissent délapider, prendre l'argent des autres, prendre les terres des autres, en sachant à l'avance que les tribunaux vont donner des jugements en leur faveur. 3 choses sont très importantes dans la vie, dans un pays, c'est l'éducation, c'est la justice, c'est la santé. Et nous, il nous manque. Et si je parle de la santé, c'est parce que j'ai vécu un drame. J'ai vécu un drame avec... j'ai perdu mon frère qui est plus jeune que moi sur une erreur médicale. Et voilà, je ne veux pas en parler, mais c'est très difficile. Donc, une erreur médicale, des soins qui n'étaient pas adaptés à ce qu'il avait. Et voilà. Et que Dieu ait son âme, quand je lui disais on va dans une clinique, il me dit non, non, l'hôpital public, il n'y a pas mieux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas mieux, parce qu'il y a des professeurs, les meilleurs des professeurs sont dans les hôpitaux publics, mais malheureusement, ils n'ont pas ces moyens-là qui leur permettent qui leur permettent de travailler et de rendre ce service à la population qui en a tant besoin. Donc, éducation, santé et justice. C'est les 3 bases pour le développement d'un pays. Merci mes amis, merci beaucoup.
diffuser, partager. Je voulais dire que tout à l'heure, j'aurais pu envoyer le lien aux gens, à mon entourage, envoyer le lien de la vidéo en direct, du saut direct à mon répertoire. Je vous le promets que je l'ai fait exprès, j'ai pas voulu le faire. C'est la première fois que je fais un direct de ce style et je voulais qu'on n'en soit pas très nombreux. C'est vrai, Nador, le RIF du 93, sans argent au Maroc, pas de santé. Et, et oui, il y a le gouvernement de Ben Kiran, du PJD, qui a fait quand même quelque chose aucun gouvernement n'a fait avant, c'est le Ramid. C'est cette sécurité sociale pour 3 millions de Marocains les plus défavorisés. C'est vrai que ça ne donne pas droit d'accès dans les cliniques, ça donne droit juste d'accès dans les hôpitaux publics, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut savoir que le Ramid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un qui a la carte du Ramid, c'est-à-dire la sécurité sociale au Maroc, avec une prise en charge à 100%, quand il va dans un hôpital public, ça ne veut pas dire que l'hôpital public n'est pas payé. C'est l'État qui doit payer. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui attendent leur argent de l'État et qui ne le touchent pas. Beaucoup d'hôpitaux qui ont... l'État a des dettes envers eux parce que quelqu'un qui a une carte de Ramid, quand il va dans un hôpital, il y a un acte médical ou un acte chirurgical, il est facturé à l'État puisque le citoyen, lui, n'a rien à payer. Mais il faut que l'État puisse par la suite payer les hôpitaux et ça pose problème à certains hôpitaux pour être équipés. Et j'en connais. Je vous le promets que j'en connais. Bon, une dernière question, si vous voulez bien. Bon, merci. Merci à vous tous. Merci Nador. Merci Frédus. Merci. Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il ne faut pas oublier que les Marocains refusent de payer les taxes. Ben, c'est même pas. Là, c'est vrai, mais c'est encore. La boucherie, une ville comme Nador, oui. On en parlera. C'est vrai que les Marocains sont réticents à payer leurs taxes. Mais vraiment très réticents. Alors, il y a une taxe qui est payée aujourd'hui, mais vraiment parce que l'État a réussi à mettre des outils pour contrôler, c'est la TVA. Et heureusement, hein. Le citoyen aujourd'hui ne sait pas quand il va acheter son pain de sucre, c'est qu'il paye une TVA. Mais en même temps, ce sont les grossistes qui, eux, payent la TVA à la base, à l'achat. Donc, ce n'est pas le petit commerçant. Il y a des petits commerçants, les distributeurs, la TVA, elle a été déjà payée. Mais le Marocain, en général, il n'aime pas payer les taxes. Et ceux qui n'aiment pas du tout payer les taxes, c'est les plus riches d'entre les Marocains. Ceux-là, ils n'aiment pas payer les taxes. En France, il y en a qui ont les meilleurs experts comptables qui leur permettent tout simplement, alors qu'ils gagnent des millions et des millions, si ce n'est pas des milliards, de s'en sortir à la fin d'année sans payer des taxes. Au Maroc, c'est la fraude. C'est la fraude. Moi, je me rappelle qu'il y avait j'habitais à Bordeaux, il y avait un chef d'entreprise français qui était au Maroc, et qui gagnait beaucoup d'argent et qui, pendant une dizaine d'années, n'a jamais payé les impôts sur les sociétés. Parce qu'il connaissait quelqu'un au centre des impôts, et ce quelqu'un lui dit « T'inquiète pas, tu me donnes un peu d'argent, et ça ira, tu ne paieras pas. » Sauf qu'il ne pouvait pas effacer la dette de ce monsieur, il mettait juste le dossier sous la pile pendant une dizaine d'années. Et quand il y a eu le changement de ce préposé, de ce contrôleur des impôts, ben, il y en a un qui, le nouveau, a sorti tous les dossiers, et ce Français, ce chef d'entreprise français, se retrouve avec une dette colossale. Et je me rappelle qu'il est venu à Bordeaux, je l'avais rencontré, et il essayait de vendre une de ses maisons pour pouvoir faire face aux impôts au Maroc. C'est vrai que les gens n'aiment pas. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas qu'au Maroc, les gens n'aiment pas. Alors que les taxes, c'est ce qui permet de construire les routes, c'est ce qui permet de construire les hôpitaux, c'est ce qui permet de faire fonctionner l'État. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, le budget n'est pas énorme et qu'il y a pratiquement un tiers qui vont dans la fonction publique, un tiers apparemment qui vont du budget marocain qui va
Alors, les délices de Myriam qui vient. On a commencé, Myriam, les délices de Myriam, on a commencé par Melilla et le drame de Melilla. On est passé à autre chose en parlant du Maroc. Donc, il reste qu'un tiers pour les investissements. Il faut des investissements pour pouvoir faire avancer un pays. Mais je peux vous assurer, demander à beaucoup de gens qui habitent dans d'autres pays arabes, qui habitent en Algérie, qui habitent en Tunisie, qui habitent, que je connais et que je rencontre, quand ils vont au Maroc, ils sont surpris par l'avancée de ce pays-là dans ses infrastructures, dans son architecture, dans ce qu'il a pu réaliser pendant les 20 dernières années. Oui, les gens, il y a des fois, ils ne comprennent pas que... Moi, je dis aux gens, j'ai un métier qui me permet de rencontrer en ce moment beaucoup de gens qui se plaignent de temps en temps parce qu'ils payent des impôts. Moi, je leur dis, mais payer des impôts, ça prouve que vous avez une bonne santé financière. Hein. Ça prouve que vous gagnez bien votre vie. Demandez à quelqu'un qui ne gagne pas bien sa vie, il aimerait bien payer des impôts. Parce que payer des impôts, ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Et quand on paye les impôts, c'est un acte de patriotisme. Je ne parle pas de nationalisme, non, je parle de patriotisme. Quelqu'un qui paye ses impôts, c'est un acte de patriotisme. C'est quelqu'un qui dit, mon argent, ce que je dois payer, je sais que ça va servir à construire des hôpitaux, ça va servir à ça et ça et ça, et donc c'est un acte de patriotisme. Prenez même les grandes fortunes françaises, ils arrivent quand même à s'exiler pour ne pas payer des impôts en France. Prenez les Américains, par exemple, aux États-Unis, un Américain, il peut vivre où il veut, il a ce qu'on appelle des impôts de nationalité. C'est-à-dire il peut gagner sa vie en France ou ailleurs dans le monde et payer des impôts là où il travaille, mais il doit payer quand même une part des impôts sur son revenu au pays, à son pays, les États-Unis. Et c'est un acte de patriotisme, rien d'autre. Hein. Et c'est ce qui permet à nos pays d'avancer. Pas d'impôts, pas de budget pour l'État. Voilà. Ça veut dire rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Et c'est ce qui arrive justement dans les pays africains, où ceux qui gagnent de l'argent, leur argent, ils l'expatrient en Europe pour acheter des immeubles, pour acheter un tas de choses. Ils ne payent pas d'impôts, et puis le pays, il n'a rien. Et la population la plus défavorisée reste la plus défavorisée. Bon, merci. D'autres questions? Alors, allez-y. La prochaine fois, mettez-moi les sujets, un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous voulez qu'on parle. On va éviter de parler des problèmes entre l'Algérie et le Maroc parce que ça a donné lieu, la dernière vidéo sur la supposée haine, du moins la haine des Algériens vers les Marocains, je parle du système, a donné lieu à des commentaires insultant tous les Marocains, mais il ne faut pas les écouter, il faut avancer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à mettre le pied dans un autre monde, le monde des pays, pourquoi pas industrialisés, avancés, tout en respectant notre pays, tout en étant écologique, parce que de toute façon, sans l'écologie aujourd'hui, le monde va vers sa fin. Voilà. Et donc... allez-y, merci mes amis, bonne soirée, merci beaucoup pour ceux qui étaient là. Je vous demande si vous voulez bien de partager, je vous demande si vous voulez bien, la prochaine fois je vais de regarder, de mettre la cloche de manière à ce qu'on puisse se donner rendez-vous pour une autre petite soirée ensemble à discuter, à se poser des questions. N'hésitez pas de proposer des sujets, je suis prêt à les... Alors, il y a une personne la dernière fois qui m'a demandé si je pouvais me présenter. Qui suis-je? Je vais vous dire. Alors, YouTube, je ne le fais pas pour des raisons pécuniaires, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est quelqu'un qui est passionné par l'information, passionné par l'observation. J'observe ce monde, j'observe la politique en France, au Maroc et autres. J'écris des articles sur un journal qui s'appelle Maroc diplomatique.
surtout au niveau de la politique française. J'ai fait du journalisme il y a quelques années pour une revue internationale. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste un retour sur ce que j'ai fait pendant des années. Et ça me plaît. Et j'aime bien partager mes analyses. Ils peuvent être vraies, justes, fausses. Il faut les affronter et discuter avec tout le monde. Et j'accepte toutes les critiques. Ce que je n'accepte pas, c'est l'insulte, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'insulte, c'est juste ce qu'utilise quelqu'un qui n'a pas d'argument. Quand il n'a pas d'argument, il insulte. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Bien à vous là où vous êtes. Ah.